à Laura Schwartz. Bonjour Laura. Alors Laura, vous allez nous parler du guide culturel des Juifs d'Europe, pour lequel Elie Wiesel disait « Tout y est. Repères géographiques, analyse philosophique, sociale, économique, portrait psychologique, tout est brillamment raconté et illustré dans ce guide culturel des Juifs d'Europe. » Alors Laura, quelle est la genèse de ce guide? Parce qu'il y a une histoire qui a démarré en 90. Une histoire qui a débuté dans les années 90, oui, et qui a abouti en 2001 avec l'apparition du guide culturel des Juifs d'Europe, d'abord en français aux éditions du Seuil, et ensuite dans sa version anglaise, effectivement. Donc à l'origine, le site internet est un livre, un guide. Alors tout ce travail en 90 a démarré sous l'égide de la Fondation Jacques et Jacqueline Villard. Tout à fait, c'est sous l'impulsion de la Fondation Jacques et Jacqueline Lévy-Villard, dont le travail continue aujourd'hui avec la Fondation pour le judaïsme. Ils ont eu cette idée et ils ont réuni 11 universitaires, historiens et journalistes. Chacun était attribué un pays qui ont rédigé ce guide, donc, qui est un guide aussi bien d'histoire, de culture, qu'un guide touristique qui rassemble les adresses des lieux et des sites de patrimoine juif en Europe. Alors tout ceci dans le but de mettre à jour ce patrimoine juif culturel. Oui, en effet, c'était un peu une faiblesse. Il y a des guides touristiques, il y a des guides, par exemple, des hôtels cachers, des restaurants cachers, mais c'est vrai qu'un guide culturel qui rappellerait et l'histoire et les sites de patrimoine était assez absent. Par exemple, il y a un pays comme la République tchèque, Prague, on n'avait pas un guide spécifique de tous les sites patrimoniaux juifs de Prague. Donc voilà, le guide est venu combler cette lacune, enfin du moins on l'espère. Alors si j'ai bien compris, à partir du site, puisque vous allez nous parler du site, puisque pour Oui, l'instant, malheureusement, la formule papier est en rupture, il oui. n'y en a plus. Il y en a peut-être un ou deux exemplaires hommages, mais c'est pas sûr. Mais par Oui. contre, sur le site, j'apprends qu'il y a une plateforme collaborative qui permet aux voyageurs de faire des demandes complémentaires d'informations. Tout à fait. En fait, l'idée du site est née de notre constat que tous les mois, tous les ans, il aurait fallu rééditer une nouvelle version du guide papier. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de lancer un site. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a lancé cette plateforme collaborative parce que on est peu et on ne peut pas vraiment se déplacer tous les mois dans tous les pays d'Europe pour vérifier ce qui est en place et ce qui ne l'est pas. Et je suis vraiment ravie, enthousiasmée et émue de recevoir des mails tous les jours de gens de tous les pays du monde qui ont visité un cimetière juif à Athènes qui vient de découvrir, de nouvelles excavations à Rome et qui m'envoient des photos de leur voyage, des détails, des adresses et que moi je rajoute au site quotidiennement. Alors, Laura Schwartz, en dehors des terrains bien connus, des terrains battus comme l'Italie, l'Espagne, il y a vraiment des régions en Europe où certains trésors sont non seulement mal connus, mais carrément, voire inconnus. Oui, il l'était de moi aussi quand j'ai commencé de rééditer le guide. Il y a des pays effectivement comme l'Irlande, l'Écosse, on n'irait pas en vacances avec pour thématique patrimoine juif effectivement à Dublin, mais pour autant, effectivement, le guide recense ces lieux originaux, ces synagogues, et à chaque pays qui est effectivement un peu moins connu pour son patrimoine juif, on donne bien entendu l'adresse et les contacts de la communauté juive qui en général organise des visites et se fait un plaisir de guider les touristes curieux dans ces villes. Alors, nous allons maintenant vous demander de faire un examen pratique, puisque vous allez petit à petit nous détailler certains pays qui ont retenu notre attention. Par exemple, on va démarrer avec le Portugal qui est très à la mode. Qu'avez-vous à nous annoncer, Laura? Alors le Portugal, quand le livre a été écrit en 2001, c'est vrai que c'était pas encore à la mode d'une part,
et que le patrimoine juif commençait un peu après l'Espagne à y être découvert. Donc effectivement, c'est un pays pour lequel on reçoit énormément d'emails et énormément d'informations parce que notre site, je dois l'avouer, est encore, on manque un peu de photos, on manque un peu d'informations sur des villes comme Belmont, effectivement, où il y a une magnifique synagogue, sur Tomar, effectivement, ou dans le centre du Portugal, où on peut aussi voir une très très belle synagogue. On peut visiter également la ville de Castelo de Vide, c'est sur une petite montagne où il y a une grande communauté qui a vécu avant d'émigrer, après l'Inquisition. Et sinon, Porto et Lisbonne, bien évidemment, où on peut visiter les musées et où la mémoire de la communauté portugaise, qui est quand même une grande communauté européenne, est conservée. Donc sur le site, nous avons y compris les numéros de téléphone, les adresses. Est-il possible de manger cachère au Portugal? Alors, ce que je conseille pour le Portugal, encore une fois, on n'est pas sur place, donc on ne peut pas tout vérifier. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas arrêté dans le guide, spécialement à part les lieux très très connus, aux restaurants cachers et aux hôtels cachers, parce qu'on n'est pas un guide touristique placé, et c'est compliqué de conseiller un restaurant sans y avoir mangé soi-même, à mon avis. Par contre, ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est d'avoir des relais. Donc, par exemple, pour le Portugal, si vous interrogez de savoir où vous pouvez manger cachère, je vous donne les coordonnées de la synagogue Kaduri à Porto, où il y a une communauté très active et très dynamique et qui répond en général, je forward les emails et la communauté répond dans la journée et elle fait même mieux que d'indiquer les restaurants cachers, elle invite à une Kabbalah Shabbat avec la communauté. Alors Laura, est-ce que c'est un de vos ancêtres qui a retrouvé la synagogue, la communauté juive de Belmont? Parce que je lis sur le site, qui est très détaillé, que c'est un ingénieur du nom de Schwartz. Non, on est beaucoup de Schwartz dans le monde et je ne crois pas qu'il soit de ma famille. Ça aurait été vraiment magnifique. Non, je ne crois pas. Je rappelle quand même que la communauté de Belmont a été rouverte à l'initiative de Salomon Azoulay de Casablanca, qui a tenu à donner le nom de son père, qui est lui-même rabbin. Alors, et si nous parlions maintenant de l'Italie, qui restera toujours très à la mode? Alors, l'Italie est très à la mode, et avec raison. Et pour ce qui est du patrimoine juif d'Italie, on a été très très heureux de pouvoir vraiment, c'est des grandes réussites par rapport au guide papier, la version en ligne. L'Italie a été considérablement augmentée. On a reçu une aide fantastique des communautés juives italiennes, notamment en Italie du Sud. Et vraiment, pour ce qui est de cet été, en tout cas, le guide culturel peut vraiment être suivi à la lettre parce qu'il est tout à fait à jour. Moi, j'ai un petit fait pour l'Italie du Sud, Naples et toutes ces régions. Donc voilà, c'est là où je conseillerais d'aller. On a la communauté de Syracuse, on a la Sicile qui est entrée dans le guide récemment. Voilà, il y a un très 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 beau patrimoine juif en Italie à découvrir. Et une communauté, pareil qu'au Portugal, très active et très, comme on dit, responsive, qui répond rapidement aux emails et qui est là pour accueillir les touristes et qui le fait avec joie. Et je rappelle que là, en s'inscrivant et en ayant les coordonnées, on peut sans aucun problème s'inscrire pour Shabbat, par exemple, dans des familles juives et déjeuner ou dîner pour Shabbat. Et à Rome, par exemple, c'est d'une facilité inouïe. Oui, à Rome et dans le reste de l'Italie maintenant, vraiment avec Internet, justement, il suffit d'écrire un mail en général à la communauté de la ville en question et on est accueilli très rapidement et très facilement. Alors Laura, et si nous parlions de l'Espagne? Oui, l'Espagne, on a fait un partenariat avec un site internet qui s'appelle Red Judaria, qui recense tous les sites juifs d'Espagne. Et là, Dieu sait qu'ils sont nombreux. Pareil qu'en Italie, je conseillerais l'Espagne du Sud, évidemment. Et il y a un très beau patrimoine. Le mieux, c'est d'aller et sur le site Red Judaria, qui est en anglais maintenant, un peu moins complet que le nôtre, et sur notre site en même temps. Et là, vraiment, on a
vraiment un recensement de tous les sites et qu'on a, nous, par exemple, ajouté ce printemps, les nouveaux sites. Est-ce que vous pourriez rappeler l'orthographe du site anglais? De notre site en anglais? Oui. Non, non, oui. RED, c'est RED-JUDERIA. Voilà, RIA. Ok. Et nous allons passer maintenant aux pays moins connus, enfin pour lesquels la communauté est moins détaillée jusqu'à présent dans certains sites touristiques. Si on parlait un peu de l'Écosse. L'Écosse. Oui, c'est un pays qui a un patrimoine étonnant, parce qu'effectivement, on ne s'attend pas à aller en vacances en Écosse et découvrir un patrimoine juif là-bas. On a découvert l'Écosse, évidemment le patrimoine de l'Écosse par celui de la Grande-Bretagne. Donc en général, c'est les touristes qui passent des vacances à Liverpool, Leeds, Manchester et qui ensuite décident de continuer plus loin leur pérégrination en Grande-Bretagne. À Glasgow, on a une communauté d'environ 6000 membres juifs. Il y a une synagogue qui s'appelle Garnet-Hill qui date de 1879. C'est la plus ancienne. Et dans la deuxième ville, à Édimbourg, on a environ 1 millier de représentants et une synagogue qui a été construite par James Miller dans les années 30. C'est une très belle synagogue qui ressemble à celle de Manchester, donc très typique de l'architecture anglaise avec des briques rouges, une maison en briques rouges. Voilà, et c'est effectivement toujours étonnant et émouvant de faire un service de Shabbat dans ces synagogues, dans des endroits où vraiment on ne s'attend pas à trouver une communauté juive toujours forte de quelques milliers de membres. Est-ce qu'il y a un musée juif en Écosse? À Édimbourg, on peut visiter dans le musée de la ville une section, un département qui garde des archives de la communauté. Et peut-on manger facilement cachère en Écosse? Il faut contacter, je pense que c'est pas facile, mais il faut, à mon avis, il faut manger avec la communauté, contacter la communauté. Il doit y avoir 1 ou 2 restaurants cachers à Édimbourg, évidemment, mais effectivement, pendant les grandes, si les touristes qui vont pendant les grandes vacances, il y a des chances que ça soit peut-être fermé. Le mieux, c'est ce que je conseille toujours, c'est quand même toujours quelques jours avant son voyage, de vérifier avec la communauté sur place de la ville. D'où l'intérêt du site internet et la rapidité à l'ère du numérique. Alors nous allons passer aux pays scandinaves. Oui. Je vous écoute. La Scandinavie, on a pareil que l'Écosse ou l'Irlande, ce n'est pas des pays dans lesquels on irait pour découvrir un patrimoine juif. Pour autant, la synagogue d'Helsinki existe, elle a été construite en 1906 et le centre communautaire en 1961. On a environ, par exemple en Finlande, enfin la Scandinavie, 1500 juifs, ou environ 1200 à Helsinki, donc c'est quand même une communauté qui existe. La communauté suédoise est plus importante, environ 6000 membres, et elle a été établie en 1775. Donc on trouvera à Stockholm des restaurants cachers, un musée juif qui a été fondé en 1987 par Aaron Newman et qui comporte une grande collection de judaïka, et c'est un musée très intéressant. Et le centre communautaire propose aussi une bibliothèque, des activités et des conférences sur la vie juive scandinave. Enfin, en Norvège, là, la communauté a été plus sous le feu de l'actualité ces dernières années. Elle existe effectivement, on a des magasins cachers, un monument et un musée dédié aux victimes de la Shoah, et une communauté ashkénaze à Oslo, qui est assez dynamique effectivement. Pour ces 3 pays, pour la Scandinavie, on a une communauté juive scandinave qui est basée à Copenhague, au Danemark évidemment. La plus grande communauté juive de Scandinavie, c'est bien évidemment à Copenhague, donc environ 10 000 juifs. Et c'est à Copenhague que je conseille de commencer, si on veut explorer la vie juive en Scandinavie, de commencer par là. C'est la plus grande synagogue, c'est la plus grande communauté, et c'est la communauté danoise qui en général vous guidera
dans la visite de la Scandinavie, de la Finlande, de la Suède, etc. Alors, nous allons maintenant descendre un peu, faire les pays de l'Est. Oui. Alors, on commence par la Tchéquie peut-être. La Tchéquie, oui, bon, on pourrait passer l'émission à parler de Prague, bien évidemment. Dans le guide, ça a été une ville très compliquée parce qu'il y a tellement de patrimoine à Prague. C'est dur d'être exhaustif, c'est dur, on ne peut pas tout garder évidemment, mais évidemment Prague, pour n'importe quel touriste intéressé par la vie juive, il faut y passer au moins quelques jours. On a fait quelque chose de très, enfin, qui existait déjà dans le guide, hein, à la papier, la visite de Prague sur les pas de Franz Kafka, donc par la visite des anciennes maisons où a vécu Franz Kafka. Et évidemment, le guide évoque le ghetto, le musée juif qui est magnifique, était situé dans les anciennes synagogues, les anciens quartiers juifs, parce qu'à Prague, il y en a plusieurs, et les synagogues des environs de Prague. Et ensuite, de là, on commence évidemment par raconter l'histoire du rabbin Loew, mais on commence aussi la visite de la Bohème, qui est un grand patrimoine juif à toute la République tchèque, hein, pas seulement Prague, est vraiment une région à visiter, que ce soit des villes comme Devrikov ou Kolín, Kaslav, des villes qui ont un patrimoine juif magnifique. Alors, côté pratique, je reviens toujours sur ça, je rappelle aux auditeurs qu'à Prague, il n'y a aucun problème, il y a 2 restaurants kasher. Oui, 2 restaurants kasher, bien plus, mais nous, dans le guide, on indique évidemment les 2 grands restaurants kasher. C'est pour ça, hein, encore une fois, on indique les lieux culturels, et ces restaurants sont tellement emblématiques de la ville et de la culture juive qu'ils sont évidemment rentrés dans le guide. Alors, Laura, et la Hongrie? La Hongrie, grand pays aussi de culture juive, avec une histoire, comme en République tchèque, assez dramatique. En Hongrie, on a eu beaucoup de travail parce que la ville de Budapest, depuis les années 2000, réfléchit à son passé juif et a ouvert des musées, des galeries d'art qui sont dédiées à l'histoire juive dans le pays. La synagogue, évidemment, la synagogue d'Oani à Budapest est le plus beau bâtiment, un des plus beaux bâtiments de la ville, et il abrite aussi le musée juif de la ville. Donc c'est vraiment, je pense, si on va en Hongrie, le premier endroit où aller, c'est notre synagogue Budapest. Mais à Budapest, il y a énormément de synagogues de différents cultes. On a une synagogue ashkénaze, une synagogue orthodoxe, une synagogue séfarade, une synagogue de rite portugais également. On a dans le guide aussi des restaurants et la pâtisserie, la fameuse pâtisserie Frohlich, dont les adresses sont indiquées. Et comme à Prague, on avait fait la visite sur les pas de Franz Kafka, à Budapest, on a une visite sur les pas des artistes juifs qui ont vécu dans la ville, comme Michal Roth et d'autres. Et de Hongrie, on commence la visite de la Hongrie, de Budapest, on commence la visite de la Hongrie par Győr et par Sopron. Alors, un pays qui est très très à la mode, la Slovénie. La Slovénie, oui, qui devient à la mode, comme la Croatie l'a été quelques années, et je tourne les pages du guide pour retrouver mes pages de Slovénie. Effectivement, cette année, on reçoit beaucoup de demandes. Il subit un peu le même effet de mode que la Croatie il y a quelques années. Communauté qui aujourd'hui compte moins de 100 personnes quand elle en comptait environ 3000 au XXe siècle avant la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, la communauté est à Ljubljana, la capitale du pays. À Ljubljana, vous pouvez contacter la communauté juive dont j'indique le site internet et le numéro de téléphone. Et on peut visiter l'ancienne rue des Juifs et le passage des Juifs où se trouvait le ghetto médiéval jusqu'à l'expulsion des Juifs de Slovénie en 1515. Voilà, donc dans le centre de Ljubljana, vous avez un vrai quartier juif médiéval. C'est assez rare que ce soit préservé en Europe de l'Est dans ces pays. Et par ailleurs, vous avez un mémorial de l'Holocauste, un monument aux victimes qui a été érigé dans le cimetière de la ville. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est des pays qui commencent, comme la Hongrie, comme la Roumanie,
à faire leur devoir de mémoire. Et c'est vrai que depuis les années 2000, on a beaucoup de lieux qui ouvrent dans ces pays. Et donc, c'est vrai que c'est très important qu'ils soient mis à jour. Et la Croatie? La Croatie, elle reste très à la mode. La Croatie, on reçoit beaucoup d'emails aussi. Moi, Zagreb est une très belle ville à visiter. J'indique aussi l'adresse de la communauté. On a, étonnamment, c'est pas forcément les lieux dans lesquels on se rue quand on part en vacances, mais le cimetière juif de Zagreb est un des plus beaux cimetières juifs du monde, je pense vraiment, avec celui de Prague, il est magnifique. Donc c'est vraiment une visite qui est très très conseillée, celui du cimetière de Zagreb. Évidemment la côte d'Almaty qui est déjà très agréable pour partir en vacances cette côte, avec Dubrovnik et Split où on a aussi une communauté juive qui existe avec un passé, beaucoup d'histoire. À Dubrovnik, on a la synagogue de Dubrovnik qui est un magnifique bâtiment et avec une communauté juive qui est très active, très dynamique. Mais alors Laura, ce qui m'interpelle, en Mongolie, vous avez trouvé des juifs? Pas encore, j'ai commencé à chercher. Non, effectivement, vous avez une communauté, vous voyez que la page n'est pas encore remplie. Oui, on en trouve partout. Hein. Là, le guide s'appelle Guide culturel des Juifs d'Europe, mais si on décide demain de l'étendre au monde entier, on trouvera toujours des choses à raconter. Un passage, peut-être d'une communauté juive en Mongolie, aujourd'hui une communauté juive. L'important, c'est vraiment d'avoir des relais, quelle que soit la ville, même si c'est une ville où a priori on n'a pas d'histoire ni de culture juive, c'est d'avoir des relais, des gens qui pourraient nous aider à chercher des traces, nous aider à chercher des lieux. Donc c'est pour ça qu'on l'étend au maximum et qu'on essaye de se faire connaître aussi au maximum, parce que, comme je vous le disais, le but de ce site, c'est d'être collaboratif et ensemble réussir à réunir le plus d'informations ensemble. Alors, vous donnez également une très belle carte du Yiddishland. Oui, on a inclus le Yiddishland comme un pays pour pouvoir en parler. On a inclus comme une région. On en fait d'abord l'histoire, qui est assez longue, c'est un des passages les plus longs du site. On a une très belle iconographie. Et on inclut tous les pays du Yiddishland, hein, qu'on a appelé comme ça. Donc, c'est les pays dont la langue principale était le Yiddish, avant la partition de la Pologne. Et donc, vous trouverez sur le site des cartes et d'une histoire, les tableaux de Marc Chagall et une partie qui est dédiée donc à la Lituanie, à la Biélorussie, au nord-est de la Pologne et à Vilnius, donc vraiment les pays phares du Yiddishland. Alors, nous avons été très polis, nous avons donné la parole à l'ensemble des pays et nous allons terminer bien sûr avec la France. La France, oui, c'est évidemment, comme le guide a été édité en France par des historiens, des journalistes français, c'est vraiment une des parties les plus complètes et les plus réussies du guide. On a énormément d'adresses pour la France, notamment l'Alsace, qui malheureusement ne peut pas être exhaustif parce que sinon le site... on n'arriverait pas au bout. On a des très belles adresses à Paris également qui sont étonnantes, pas forcément des choses qu'on connaît de Paris. On propose par exemple une visite du musée de Cluny avec les tombes qu'on a retrouvées dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, les gargouilles de Notre-Dame qui rappellent parfois l'histoire juive. On indique quelques restaurants dans le Marais, effectivement. Le cimetière du Montparnasse et les très belles synagogues parisiennes. Et dans le reste de la France, on a des pages dédiées à la Normandie, à la Bretagne. Donc on essaye vraiment d'être le plus exhaustif possible, encore une fois, et de vraiment réunir toutes les informations dont on peut parler. Bravo Laura Schwartz. Je vais rappeler, vous allez vous-même rappeler le site de ce guide juif d'Europe. Allez-y Laura. Donc c'est jguideeurope.org, J-G-U-I-D-E Europe.org, et le site est en français, en anglais, et on est toujours ravis de répondre aux emails, aux questions, et de vous retrouver sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou Twitter. Je précise que votre mail figure dans la rubrique Contact.
Oui, tout à fait. pour pouvoir vous contacter. Merci Laura Schwartz pour ce très bel éclairage et nous allons ensemble souhaiter de bonnes vacances à tous nos grands voyageurs. Bonnes vacances. Merci Laura. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.